Bienvenue dans ce podcast dédié à ceux qui veulent tout réussir, sans se trahir. Inspiré du best-seller de Stephen Covey, ce voyage te dévoile les 7 habitudes puissantes qui changent ta manière de penser, d'agir et de vivre. Bonjour, on se penche aujourd'hui sur des principes d'efficacité personnelle et puis aussi interpersonnelle tirés de vos lectures et notes. L'objectif, c'est un peu de dénicher les idées fortes pour mieux s'organiser, mieux interagir et puis mieux collaborer. On va passer de la maîtrise de soi, disons, à la réussite partagée. Tout à fait. Et un point de départ qui est, je trouve intéressant, c'est cette idée d'organiser sa semaine. Pas juste ses journées comme ça au fil de l'eau. Organiser sa semaine selon ses rôles, ses principes, c'est vraiment le cœur de l'habitude 3, si je saisis bien les extraits. Ah oui. Du coup, l'outil de planification, ça devient plus un guide flexible et humain avant de tout. Les relations priment sur l'emploi du temps si besoin, quoi. Et ce fameux cadre 2 qu'on voit dans les notes, ça renvoie bien à la matrice urgent-important. L'idée, c'est donc de prioriser ce qui est important, mais pas forcément urgent. Tout ce qui est planification, prévention, les relations, plutôt que d'être toujours à éteindre des feux. C'est exactement ça. L'idée, c'est d'abord d'identifier ses rôles clés, professionnels, parents, amis, soi-même aussi. Ensuite, on choisit pour la semaine 2 ou 3 objectifs importants par rôle. D'accord. Et après, on organise son temps pour avancer là-dessus. Bien sûr, il y a l'adaptation au quotidien, les imprévus, mais on le fait en gardant ses objectifs hebdo en tête. Ça change la perspective, tu vois. On n'est plus juste en réaction. Je vois, on devient plus architecte de son temps, en quelque sorte. Et dans cette logique de maîtrise, la délégation est abordée, avec une distinction qui m'a l'air assez cruciale entre la délégation à la IACA, très centrée sur la méthode, Oui, le micromanagement en gros. et la délégation responsable, qui, elle, est centrée sur le résultat. Elle est fondamentale, cette distinction. La délégation responsable, elle repose sur un accord clair au départ, sur 5 points. Les résultats, qu'on attend le quoi, pas le comment, les directives, c'est-à-dire les limites à ne pas franchir, les ressources disponibles, bien sûr, la manière dont la responsabilité sera évaluée, et puis les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Mais la frontière entre donner des directives claires et puis tomber dans le micromanagement, elle peut être un peu floue, non? Comment on s'assure qu'on laisse vraiment l'autonomie nécessaire pour atteindre le résultat? C'est tout l'enjeu de la confiance, justement. Investir du temps au début pour bien caler ces 5 points, ça permet après de lâcher prise sur le comment. D'accord. C'est un investissement en temps, c'est vrai, mais la source dit que c'est le plus rentable. Ça libère notre propre temps et surtout, ça développe les compétences de l'autre. Et cette confiance, elle est fondamentale. Ce qui nous amène assez naturellement à cette métaphore du compte affectif. J'aime bien cette image en fait. Un compte bancaire émotionnel où chaque interaction positive, hop, ça dépose de la confiance. C'est ça. Et les versements clés qui sont mentionnés sont assez parlants, je trouve. D'abord, et c'est fondamental, chercher sincèrement à comprendre l'autre. Mhm. Ensuite, les petites attentions du quotidien, tenir ses promesses, exprimer clairement ses attentes et écouter celles de l'autre, cultiver son intégrité personnelle. Ça inclut être loyal envers les absents, ne pas critiquer dans le dos, quoi. Oui, c'est important ça. Et puis, savoir s'excuser sincèrement, sans chercher d'excuses, quand on a fait un retrait, quand on a nui à la confiance. Et la conséquence, c'est qu'un solde élevé, ça facilite tout. La communication est fluide, on peut même se permettre une petite erreur. Alors qu'un solde bas, oula, chaque mot est pesé, la méfiance s'installe vite. C'est exactement ça. Vient le gagnant-gagnant, l'habitude 4. Oui, c'est un vrai changement de paradigme. Voir la vie, les négociations, non pas comme une arène où il doit y avoir un perdant, mais plutôt comme un espace de coopération. On cherche des solutions qui sont satisfaisantes pour tout le monde. Hmm. Ça demande de l'intégrité, c'est sûr, une certaine maturité émotionnelle aussi, et puis ce que la source appelle une mentalité d'abondance, c'est-à-dire croire qu'il y a assez pour tout le monde, que le succès de l'un ne signifie pas l'échec de l'autre. Et si on n'arrive pas à trouver cet accord gagnant-gagnant, la source suggère l'option pas d'accord, qui serait parfois préférable à un mauvais compromis. Mais ça ne risque pas de juste bloquer les discussions? En fait, c'est plutôt un garde-fou. Si on ne peut vraiment pas trouver une solution bénéfique pour les deux, il vaut mieux reconnaître qu'on n'est pas d'accord pour l'instant, plutôt que de forcer un arrangement bancal qui va laisser des ressentiments. D'accord. Ça préserve la relation sur le long terme en quelque sorte. Exactement. Et pour y arriver, à trouver ces solutions gagnant-gagnant, ou même à savoir quand dire pas d'accord, il y a une autre habitude qui est absolument essentielle. J'imagine que c'est l'habitude 5,
chercher d'abord à comprendre et ensuite à être compris. Ça a l'air tellement simple dit comme ça, mais dans les faits, Ah, mais c'est sans doute le plus difficile. C'est vraiment l'écoute empathique. Se mettre réellement dans la peau de l'autre, essayer de saisir son cadre de référence, ses émotions, ses préoccupations, avant même de penser à formuler notre propre réponse, notre propre solution. c'est pas juste écouter les mots, quoi. Non, pas du tout. Et c'est différent de la sympathie. La sympathie, c'est plus je suis d'accord avec toi ou je te plains. L'empathie, c'est je comprends comment tu vois les choses, comment tu te sens. Et l'obstacle majeur, d'après les notes, ce sont nos réflexes un peu automatiques. On a tendance à évaluer, à juger, à sonder, mais avec nos propres questions, à conseiller direct depuis notre expérience ou à interpréter. En fait, on ramène tout le temps la conversation à nous. Exactement. Et ça empêche l'autre de se sentir vraiment compris, et donc de s'ouvrir. Comprendre, ça offre ce que la source appelle de l'oxygène psychologique. Oxygène psychologique, j'aime bien l'expression. Oui, et c'est seulement après avoir vraiment compris l'autre qu'on peut espérer être compris à notre tour. Et c'est là qu'on peut commencer à chercher une solution ensemble. Ce qui nous mène tout droit à la dernière habitude abordée. La synergie, habitude 6. L'idée que 1 plus 1 peut faire 3 ou même plus. Que le tout est supérieur à la somme des parties. C'est un peu la magie qui opère quand on arrive à valoriser sincèrement les différences entre les personnes. Au lieu de voir un avis différent comme une menace ou un problème, on le voit comme une opportunité, comme une pièce manquante du puzzle. Mhm. Et si on a construit la confiance avec le compte affectif et qu'on pratique l'écoute empathique, habitude 5, alors on peut créer un climat d'ouverture où on va chercher ensemble une troisième alternative. Une solution nouvelle, créative, qui est souvent bien meilleure que ce que chacun proposait au départ. C'est pas juste un compromis où chacun fait des concessions. Alors, Non, justement, le compromis, c'est souvent 1 plus 1 égale 1,5. Chacun perd un peu. La synergie, c'est 1 plus 1 égale 3, 10, 100. On crée quelque chose de neuf et de meilleur ensemble. Ça demande de dépasser les blocages, les émotions négatives, en impliquant tout le monde dans la recherche de cette solution. donc en somme, si on récapitule un peu, ces habitudes, elles dessinent un cheminement assez logique. On commence par soi, être proactif, savoir où on va, prioriser ce qui compte vraiment. Ça, c'est les habitudes 1 à 3. La victoire personnelle, oui. Voilà. Et ensuite, on construit des ponts solides avec les autres. Basés sur quoi? Sur la recherche du gain mutuel, la compréhension profonde de l'autre, et puis cette créativité collective. Ça, c'est les habitudes 4 à 6. La victoire publique, l'interdépendance constructive. Et c'est un processus continu, bien sûr, soutenu par le renouvellement constant qui est l'habitude 7, même si on l'a moins abordé ici. C'est un parcours où l'efficacité, elle n'est plus solitaire, mais elle est partagée, elle est démultipliée. Une dernière petite réflexion pour conclure notre exploration. Si on essayait vraiment, dans chaque conversation un peu tendue, un peu difficile, de mettre sincèrement de côté notre propre point de vue, nos propres arguments. Juste le temps de vraiment chercher à comprendre l'autre, avant même de penser à exposer notre vision. Qu'est-ce que ça changerait concrètement dans nos relations, au travail comme à la maison, si ça devenait la norme et pas l'exception?